le prêtre est aimé par le roi. Le titre, que je ne prononcerai pas en anglais par respect pour vos oreilles, résume très bien ce qu'on va retrouver dans ce light novel écrit par Yoshida Tamaki, illustré par Takanaga Hinako, l'auteur notamment de Silent Love et The Tyrant Who Fall in Love, et disponible aux éditions Hana. L'histoire nous emmène dans le royaume fictif d'Izaira, dans un monde de fantaisie médiévale dont on ne découvrira malheureusement que peu de choses au fil de la lecture, mais qui contient au moins quelques dragons, et c'est toujours chouette de voir des dragons, même si là ils sont surtout utilisés comme de simples montures. Oui, on aurait eu des chevaux à la place, l'intérêt aurait été le même. En fait, puisqu'ils volent, ça montre simplement que le territoire est grand, mais c'est tout. On ne sait pas s'il y a d'autres créatures fantastiques dans ce grand territoire. Tout ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il n'y a que des humains qui le peuplent, donc malgré les dragons, ne vous attendez pas à voir des elfes, des nains ou autres fées. De toute façon, l'intérêt principal n'est pas de développer un univers, mais de présenter la relation et son évolution des deux personnages principaux. Le premier que l'on découvre et que l'on suivra exclusivement est Sacha. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pays, Izaira, est dirigé par un roi, mais l'influence de la religion y est aussi assez forte. Plutôt classique dans ce type d'histoire. Sacha, lui, est un jeune homme qui est né avec une particularité dont on parlera tout à l'heure, et de ce fait, il a été choisi pour être le futur grand prêtre de leur religion, qui n'a pas de nom, je crois, encore ce manque de développement de l'univers. Il vit donc dans un sanctuaire en attendant de subir une cérémonie absolument atroce qui fera définitivement de lui le représentant de leur divinité sur Terre. Pourquoi je dis que la cérémonie est atroce ? Parce qu'elle consiste en une ablation pure et simple des organes génitaux. Ça donne envie, hein ? Mais bon, notre petit Sacha, de bientôt 20 ans tout de même, étant d'une naïveté, ou plutôt d'une bêtise abyssale, ça lui convient tout à fait. Évidemment, il a bien le droit de croire en les préceptes de sa religion. Le problème, c'est qu'il passe une grande partie de l'œuvre à dire qu'il ne pense pas être digne de représenter leur divinité, tout en acceptant de se faire charcuter pour devenir le grand prêtre. Et encore, c'est même pas la raison principale. S'il accepte cette cérémonie, c'est parce qu'il veut, soi-disant, arranger les affaires de notre autre personnage important, j'ai nommé le roi Rago. Comme son titre l'indique, Rago est le souverain du royaume d'Izaira, et c'est aussi l'ami d'enfance de Sacha. Il est fou amoureux de lui, un fait connu d'absolument tous ses proches, toute sa cour, voire tout son peuple, tellement il l'affiche et le revendique. Mais évidemment, la seule et unique personne qui n'en a pas conscience, c'est ce Benet de Sacha, qui est même convaincu que le roi le déteste. C'est un délire le truc, hein. Pour sa défense, je dois avouer que le roi a un comportement extrêmement toxique à son égard, et ça m'a dérangé plusieurs fois. Il estime que le jeune prêtre doit lui obéir au doigt et à l'œil, et s'énerve souvent à cause de lui. Moi aussi d'ailleurs, parce que Sacha n'a vraiment pas inventé l'eau chaude. Rago est un odieux personnage avec un gros problème de gestion de la colère, et Sacha a un QI négatif, et ça ne fait vraiment pas bon ménage. Le livre tel quel fait 270 pages environ, mais honnêtement, il en ferait 50 si ces deux-là arrêtaient de se mettre des bâtons dans les roues tout seuls. Parce que oui, Sacha aussi est fou amoureux de son roi adoré, et il adore être sa carpette, je le soupçonne même d'être un petit peu maso. C'est d'ailleurs parce qu'il a dépensé un pur entre guillemets pour lui qu'il ne se croit pas digne d'être le grand prêtre. Mais c'est aussi parce qu'il est absolument convaincu que le roi doit épouser une femme pour avoir des enfants, qu'il veut se faire hacher menu le petit oiseau, et ainsi ne plus pouvoir avoir de relation avec qui que ce soit, et surtout pas Rago. Le souci, c'est que personne, à part lui-même, ne pense ça. Tout le monde est relativement d'accord avec cette potentielle relation, parce que le roi l'a déjà imposée à tout leur entourage. En résumé, ils s'aiment tous les deux follement, mais Sacha refuse de voir la vie parfaite qu'ils pourraient avoir ensemble pendant plus de 200 pages. C'est consternant et ultra frustrant pour le lecteur. Surtout que leur relation tient clairement du destin, c'est dit noir sur blanc dans l'ouvrage. Dans leur monde, chaque personne naît avec ce qu'ils appellent un mana, un deuxième prénom qui est en fait une petite phrase révélant leur destin. Le mana de Rago est celui que l'arc-en-ciel rend fou.
Pour comprendre, on en revient rapidement à la fameuse particularité de Sacha, il est né avec les cheveux et les yeux de couleur arc-en-ciel. Alors, pas vraiment multicolore, ce serait un peu clownesque, mais un argenté au reflet irisé, ce qui est effectivement bien joli. Le destin du roi est donc bien d'être fou de Sacha, qui représente l'arc-en-ciel. Et ça donne une explication sur le pourquoi il se met dans des états pas possibles pour garder le prêtre rien que pour lui, même si ça n'excuse pas son comportement relativement violent. Je veux dire, il en vient quand même à se battre, le kidnapper, menacer tout le monde de mort et même le forcer à avoir des relations intimes en public avec lui. Et malgré tout ça, Sacha continue de l'aimer et de ne penser qu'au futur de Rago, en prenant toutes les pires décisions du monde qui empirent clairement la situation. Pas un pour rattraper l'autre, j'en peux plus de ces deux dangers publics. On dirait deux trous noirs de bêtises qui s'auto-alimentent et détruisent tout sur leur passage, y compris eux-mêmes, mais aussi les autres personnages. Car oui, on ne dirait pas comme ça, mais il y en a. Je ne vais pas vraiment les évoquer en profondeur parce qu'ils sont très secondaires, quasiment des personnages fonctions, mais le couple les fait bien tourner en bourrique. Sacha fait des allers-retours constants entre le sanctuaire et le palais, ce qui inquiète les autres prêtres. Rago utilise son chef de la garde des dragons comme taxi pour justement balader Sacha. Et une pauvre fille d'un pays voisin se fait amener à Isaira pour se marier avec le roi, mais évidemment se fait rembarrer et un peu humilier au passage. Bref, leurs problèmes de couple déteignent sur tout le monde, alors que la solution était juste que Sacha accepte les sentiments de Rago. C'est ce dont ils rêvent tous les deux, je rappelle. Mais Sacha préfère se dire que le roi sera mieux avec quelqu'un d'autre que lui, sans demander son avis au principal intéressé au passage. Est-ce que ça se voit que ça m'agace un petit peu ? Enfin bon, je vais arrêter de me plaindre de leur relation toxique et parler un peu plus généralement du roman. Je lui trouve un petit côté un peu amateur, pas dans un sens forcément péjoratif, mais j'ai presque plus l'impression de lire une fanfiction avec des personnages originaux qu'autre chose. Et ne vous méprenez pas, j'adore lire des fanfictions, j'en ai même écrit à une époque, c'est dire. Mais du coup, ça m'a fait penser à ça, un univers qui a l'air large, mais très peu exploité, au profit de la totale errance sentimentale de Sacha, dont on ne quittera jamais le point de vue, ce qui tend à rendre Rago encore plus instable, puisqu'on n'est jamais dans sa tête à lui, pour avoir ses ressentis et pouvoir mieux le comprendre. Il y a aussi des idées qui sont là, mais ne servent jamais vraiment, comme par exemple les rêves que Sacha fait au début, avec une bête qui le poursuit pour l'attraper et lui faire des trucs coquins. Et plus tard, on comprend à moitié que Rago faisait des rêves similaires du point de vue de la bête, ce qui impliquerait qu'ils seraient liés par leurs rêves, mais on ne s'attarde pas dessus et ça ne revient jamais ensuite. C'était là, sans que ce soit vraiment utile, ni que ça apporte grand chose. Un peu comme toutes les scènes de coquinerie d'ailleurs. Il y en a plusieurs tout au long de la lecture, et honnêtement, il n'y a que la dernière qui représente un vrai intérêt, ou en tout cas qui soit sympa à lire, car c'est la seule vraiment consentie, même si Sacha a ce comportement assez insupportable et totalement cliché de celui qui ne comprend pas ce qui lui arrive, et qu'on a l'impression de forcer à moitié, alors que non. En tout cas, pas pour cette scène-là. Comme dit plus tôt, il y en a plusieurs autres qui, elles, sont forcées par Rago, sous prétexte qu'il veut lui apprendre ce que c'est d'appartenir à un homme, ou qu'il doit lui mettre ses petites graines dans le popotin devant toute sa cour pour leur faire accepter leur union. Il a toujours de super bonnes excuses celui-là, sacré Rago. Un autre petit problème de ces fameuses scènes, c'est qu'elles sont étrangement incomplètes. On peut lire généralement un petit bout du début et un petit bout de la fin. Il y a des ellipses un peu bizarres, à des moments plutôt aléatoires, je trouve. Bon, je vais quand même évoquer un gros point positif qui est au niveau de la traduction. Je sais qu'il y en a qui ne seront sans doute pas d'accord, mais j'aime bien quand on garde un peu de japonais dans le texte pour des choses difficilement traduisibles ou qui sont pertinentes. Ici, les suffixes honorifiques sont conservés, les personnages se faisant souvent appeler Sacha-sama ou Rago-sama, de par leur statut, et le titre de grand prêtre de Sacha est aussi gardé en japonais, ce qui ne m'a pas du tout dérangé. Je sais qu'on aurait pu trouver des équivalents à tout ça, mais que voulez-vous, je trouve qu'on garde un petit côté un peu plus authentique comme ça.
Pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup râlé sur ce bouquin, mais au final, je l'ai tranquillement lu en une journée, et en vrai ça passe. Il y a des problèmes, mais ce sont des problèmes classiques et de gros clichés qu'on retrouve dans beaucoup de yaoi. On arrive à passer outre vu que la lecture est très fluide. Et ce n'est que le premier tome d'une série. Maintenant que nos deux tourtereaux se sont enfin mis d'accord, le reste avancera peut-être dans le bon sens, avec un univers et des personnages secondaires qui vont s'étoffer naturellement avec le temps et une histoire qui va prendre de la profondeur. Après tout, Sacha a un mana assez intrigant dont on n'a pas encore trop parlé dans le scénario, ça devrait donc venir dans la suite. Si vous avez envie que je vous en parle quand je les aurai lus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.